Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices, je suis l'auteur de ce podcast, Objectif Bac Français, je m'appelle Arthur. Découvrez mon site internet aufonddelaclasse.com pour des conseils de méthode et d'organisation et des cours sur les œuvres au programme. Le lien dans la bio du podcast, aufonddelaclasse.com. À très bientôt, ciao ciao. Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons voir que le parcours de Zilia dans les lettres d'une péruvienne, c'est l'affirmation d'une voix. Dans cet épisode, on va donc s'intéresser à quelque chose de très frappant à la lecture des lettres d'une péruvienne. C'est la manière dont le style de Zilia et la personnalité du personnage de Zilia évoluent au fil des lettres. Parce que ce roman raconte une histoire, l'histoire d'une conscience qui se forme, d'un jugement qui se construit, et on pourrait dire d'une voix qui s'affirme progressivement. Et cette progression, on peut la lire dans la langue elle-même. On passe, si on veut trouver une formule pour le résumer, de la prudence à la maxime. C'est-à-dire que c'est une pensée prudente qu'on observe d'abord, une pensée qui regarde avant de juger et qui, peu à peu, et en particulier dans une lettre dont on va parler après, juge, affirme, et utilise la maxime, c'est-à-dire affirme au présent de vérité générale des éléments annoncés comme des vérités. Alors, la première chose qu'on remarque chez Zilia, c'est qu'elle ne se précipite pas, comme je le disais avant. Elle observe et elle suspend son jugement. Elle corrige aussi quand elle s'est trompée. Et le vocabulaire qu'elle emploie le dit très clairement. À la lettre 4, très tôt donc dans le roman, alors qu'elle ne parle pas encore français, elle dit déjà « Je remarque des contradictions dans leur conduite qui suspendent mon jugement ». Alors, j'ai évoqué cette expression avant. Le verbe « suspendre », c'est quelque chose de précis. Il ne dit pas « je ne comprends pas ». Il dit « je remets mon jugement à plus tard ». Zilia voit quelque chose, mais elle refuse donc de conclure avant d'en savoir davantage. C'est une méthode qu'on pourrait dire philosophique, rigoureuse, et puis aussi sur le plan moral honnête. J'attends avant d'affirmer un jugement définitif. Donc à ce titre-là, cette expression « je remarque des contradictions dans leur conduite qui suspendent mon jugement » est vraiment très révélatrice. Et un peu plus tard, à la lettre 16, quand elle commence à formuler sa première critique générale, regardez un peu les verbes qu'elle choisit. Je vous cite encore le texte. « En général, je soupçonne cette nation de n'être point telle qu'elle paraît. L'affectation me paraît son caractère dominant. » Vous voyez, les verbes ici, ce sont soupçonner et paraître, c'est-à-dire des marqueurs de modalisation. Et tout ça dans une seule phrase. Zilia, donc, n'affirme pas. Elle formule à cet endroit-là, dans ce passage-là, des hypothèses. Elle dit « voilà ce que je crois voir, mais je peux me tromper et je sais que je peux me tromper. » Ce mouvement-là, c'est-à-dire adhésion puis correction, c'est le rythme même de la formation du jugement moral dans tout le roman. Et on l'a vu avec le jésuite. À la lettre 21, Zilia est séduite, poli comme un grand seigneur, savant comme un amota. Et la lettre suivante, la lettre 22, s'ouvre sur le retournement immédiat. Une seconde visite qu'il m'a faite a détruit la bonne opinion que j'avais prise de lui dans la première. Nous sommes déjà brouillés. Et ça n'est pas de l'inconstant, c'est pas qu'elle change d'avis comme ça, comme un caprice. C'est pas du tout ça, c'est de l'apprentissage. Zilia apprend que les Français excellent dans l'art des premières impressions et que leur seconde visite, en général, les trahissent. Et ça n'est que dans un second temps, donc, qu'elle se permet de juger, ou en tout cas d'affermir un petit peu son jugement. Un peu plus tard vient la lettre 29, qui est l'aboutissement, on peut le dire, de toute cette progression. Et c'est celle que je vous annonçais avant au sujet de la maxime. Elle s'ouvre sur un aveu de bonne foi qui est très important d'ailleurs. Je vous le lis. « Ce n'est pas sans un véritable regret que je passe de l'admiration du génie des Français au mépris de l'usage qu'ils en font. Je me plaisais de bonne foi à estimer cette nation charmante, mais je ne puis me refuser à l'évidence de ses défauts. » Zilia, pour commenter un petit peu ça, n'est pas hostile par principe. Elle l'a été par enthousiasme. Et elle a vraiment voulu
admirer. C'est précisément parce que son point de départ était l'admiration sincère d'ailleurs que sa critique est crédible. Elle est contrainte par l'évidence. C'est-à-dire que la critique qu'elle exprime n'est pas un préjugé, c'est une conclusion. La conclusion de tout un processus d'observation et d'un raisonnement à partir de cette observation, qui amène donc à des conséquences, à tirer des conséquences. Et dès lors, quelque chose change dans son style. Et c'est ça qui est intéressant pour nous, qui étudions ce livre dans le cadre des idées, bien sûr, mais aussi de la littérature. Puisque dans l'expression littérature d'idées, après tout, il y a ces deux choses. Et dans son style, la modalisation, c'est-à-dire les expressions de prudence, disparaissent. Les soupçonnes, paraît, il me semble, tout ça s'efface. Et ces formules tombent au contraire dures, sèches et définitives. Je vous en cite quelques exemples. La vanité dominante des Français est celle de paraître opulent. Cette phrase-là, c'est bien une maxime qui signifie que les Français, en général, ont ce défaut de vouloir paraître très riches. On peut en citer d'autres. Parmi eux, rien n'est grave, rien n'a de poids. Voilà encore une fois un présent de vérité générale pour affirmer quelque chose de définitif. Une vérité sur les Français, pour eux, rien n'est important. Ils sont en quelque sorte frivoles, ils se moquent de tout. Je vous en cite encore quelques autres. Ce qu'ils appellent politesse leur tient lieu de sentiment. Elle consiste dans une infinité de paroles sans signification, d'égards sans estime et de soins sans affection. Vous voyez là, ce qu'il y a chez eux, donc la politesse, les règles de la bienséance, du jeu social, eh bien, remplacent le sentiment sincère. Donc, tout ce qu'ils font au titre de cette politesse, eh bien, ce sont des paroles qui ne veulent rien dire. Ce sont des bonnes actions qui ne sont pas guidées par une vraie appréciation des gens, enfin, une vraie estime, dit le texte, et donc tout ça, c'est que de l'hypocrisie. Et puis, je vous cite une dernière de ces maximes. L'exagération aussitôt désavouée que prononcée est le fond inépuisable de la conversation des Français. Toutes ces formules, ce sont donc des maximes, c'est-à-dire, au sens classique du terme, des formules brèves, percutantes, qui énoncent une vérité morale, comme si elle était universelle et sans appel. On pense évidemment à La Bruyère, dans les caractères, qui était d'ailleurs au programme juste avant Françoise de Graffigny, dans les caractères de La Bruyère, on trouve cette même méthode. Une observation d'un type social, et puis une formule qui le fixe, comme ça, de manière définitive, pour toujours. Et regardez un peu comme les maximes en question sont construites. L'anaphore, par exemple, rien n'est grave, rien n'a de poids, avec un parallélisme, un rythme binaire qui martèle comme ça une vérité comme si elle était évidente. Un rythme ternaire aussi, paroles sans signification, égards sans estime, soins sans affection, avec la répétition de la préposition sans. Tout ça, ça produit une phrase qui se referme sur elle-même comme une démonstration achevée, définitive. Et la symétrie, en quelque sorte, est elle-même un argument ici. La phrase bien construite a l'air d'une vérité absolue. Et il faut dire à ce titre-là un mot sur l'histoire éditoriale du texte du livre de Françoise de Graffigny, et en particulier de cette lettre 29, parce que cette histoire éditoriale du livre est révélatrice. La lettre 29, elle n'existait pas dans la première édition de 1747. Et Françoise de Graffigny l'a ajoutée pour l'édition de 1752, donc c'est celle qui est l'édition officielle maintenant, celle de notre programme, et elle l'a ajoutée, comme on a déjà eu l'occasion de le dire dans ces épisodes, après le triomphe de son roman, quand elle savait donc que son public lui faisait confiance et qu'elle pouvait se permettre de dire davantage. C'est la preuve aussi, je crois, que Françoise de Graffigny construit délibérément la trajectoire intellectuelle de Zilia. Elle n'a pas écrit ce roman au fil de l'inspiration, par accident, par hasard. Elle a construit une progression de la prudence de la lettre 4 jusqu'à la sentence tranchante, on pourrait même dire les sentences, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, dans la lettre 29. Ce roman, c'est le résultat d'un projet, d'une autrice qui sait exactement ce qu'elle veut dire et qui a choisi le moment
de le dire pleinement. Et puis, c'est aussi pour nous une leçon de lecture, parce que quand on lit les lettres d'une péruvienne, il ne faut pas lire chaque lettre isolément, il faut les lire dans leur progression, comme les étapes d'une conscience qui se forme. Et on peut dire que c'est ça, le nouvel univers qui s'offre aux yeux de Zilia, non pas seulement la France, mais aussi sa propre capacité à la comprendre peu à peu et à la juger. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais partager avec vous sur cette voix de Zilia qui s'affirme et son style qui change dans les lettres d'une péruvienne. Vous pouvez retrouver un grand nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao!